Au Lualaba, 18h à Kinshasa, heure à laquelle nous vous convient sur cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler d'une seule thématique, lutte contre les M23 et l'hypocrisie de la force régionale. Ça sera avec Abbé Bahala, qui est professeur et expert en règlement des conflits. Celui qui sera notre invité de ce soir. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Héritier Ntambois pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Héritier. Merci Jordan David. Bonsoir fidèles téléspectateurs. Les grandes lignes sur Télé 50. Sauf changement des dernières minutes, c'est le mardi 24 janvier prochain que l'opération d'enrôlement lancée dans la première ère opérationnelle va se clôturer. À 4 jours de la fin, aucune communication n'est faite du côté de la CENI, alors que de longs fils se constatent devant le centre d'enrôlement. Le silence de la CENI inquiète déjà nombreux observateurs. Joint au téléphone, une équipe de la CENI affirme que le bureau est en congé de fin d'année. Le Rwanda s'est fait de plus en plus le porte-parole des rebelles du M23, ce qui confirme justement les accusations de soutien militaire et financier à ces mouvements à la base de l'instabilité dans la province du Nord Kivu. Kigali a répondu au communiqué de Kinshasa qui dénonçait justement le refus de se retirer de position conformément aux résolutions de Nairobi et de Luanda. Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamon, est décédé ce vendredi à Libreville, à 62 ans, après avoir fait un malaise cardiaque lors d'un conseil des ministres, ont annoncé le gouvernement et une source de la présidence. Et voilà, ce sont les titres qui vous seront développés à la ronde édition de 19h. Restez-nous fidèles, messieurs et dames. Kinshasa Direct, c'est poursuivi avec Jean-David Kilolo. L'actualité reste en continu. Merci à vous, Héritier Ntambois. Alors tout de suite, nous allons recevoir notre premier invité, Monsieur l'Abbé Bahala, pour parler certainement de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo avec les déploiements de la force régionale. Sur terrain, c'est la société civile de ce coin qui commence certainement à manifester son mécontentement par rapport à l'inefficacité de cette force sur terrain. On s'attendait certainement à un retrait des troupes du M23 soutenu par le Rwanda. Jusque-là, il y a encore ce retard. Nous allons parler avec le professeur expert en règlement de conflit, Monsieur l'Abbé Bahala. Bienvenue, Monsieur l'Abbé. Merci Jean-David, content de vous retrouver sur Télé 50. Merci, c'est un plaisir partagé.
Monsieur l'abbé Bala, la situation dans l'Est de la RDC, déjà, beaucoup de Congolais, certains quand même, ont manifesté leur joie en voyant certainement une résolution pacifique dans la crise, parce qu'il y a eu les déploiements de la force régionale, mais dans quelques temps après, les doutes commencent beaucoup plus à s'installer. Bien, Jean-David, vous savez, c'est un sujet que nous avons abordé beaucoup sur ce plateau. Dès le début, nous avions, dans une certaine mesure, mis en garde les décideurs sur les problèmes qui éventuellement arriveraient si notre offensive diplomatique, si l'option diplomatique prise par le président de la République de bonne foi, parce qu'il a dit il vaut mieux discuter avec l'adversaire, il vaut mieux discuter dans un cadre régional plutôt que de tirer des coups de feu sur des gens et de causer mort d'hommes et danger pour les populations. Et cette option-là est l'option, j'allais dire, privilégiée. Mais nous avions mis en garde dans ce moment-là tous ceux qui analysent la situation, ainsi que les décideurs, sur la bonne foi de ceux qui sont en face de nous. Et cette bonne foi-là, elle dépend justement des intérêts des uns et des autres. L'arrivée de la force régionale a été un des résultats du processus d'abord de Nairobi et puis du processus de Luanda. Il y avait toute une feuille de route qui décidait du départ, donc du retrait des forces de RDF M23. Il y avait tout un calendrier qui devait justement faire jonction entre ce départ là-bas et le déploiement de la force sous-régionale, de la force régionale de l'EAC, et aussi alors de la poursuite du processus j'allais dire, de dialogue entre les protagonistes de la crise. Il était convenu même d'une date butoir. Le 5 janvier, en principe, les forces du M23 devaient rentrer à leur position de départ. Sabinho. De là, ils sont venus sur les hauteurs de Sabinho. C'était un peu frustrant aussi pour nous, d'une certaine manière, dans la mesure où Sabinho, c'est dans le territoire congolais. Or, nous savons qu'ils sont entrés par Bunagana, par les frontières des pays voisins, donc du Rwanda et de l'Ouganda. Et donc, mais c'était un compromis à faire. Aujourd'hui, force est de constater que nos analyses étaient justes. Que pour le Rwanda, le système de Ubwenge, la malice, le mensonge, la roublardise, etc., cette politique là-bas du fight and talk and fight, elle est toujours de mise. Et cette politique-là fait que le régime rwandais, parce que le président de la République l'a bien dit, et je tiens à le souligner, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple rwandais. Nous sommes en guerre contre un régime dictatorial qui s'est installé et qui fait du mal et aux Rwandais et aux Congolais, n'est-ce pas? Le régime dictatorial du Rwanda qui ne peut survivre sans la prédation et la guerre qu'ils font. Parce qu'étant d'une certaine mesure minoritaire au plan de leur nation, eh bien, le maintien de ce régime-là ne s'explique pas dans un cadre démocratique. Vous savez qu'ils se sont maintenus là-bas grâce à des tripatouillages de la Constitution, ce que nous n'avons pas osé faire ici chez nous. Des gens qui se donnent 30 ans, 37 ans de mandat, n'est-ce pas, et qui se permettent de nous critiquer. Eh bien, le régime du Rwanda n'a pas respecté les engagements. Parce que nous ne sommes pas en guerre contre un quelconque mouvement rebelle. Il n'y a pas de rebelles congolais dans ces gens-là. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Le président de la République l'a encore bien dit et souligné à Davos. Il a répondu à une fausse journaliste. C'est une dame qui travaille pour le gouvernement rwandais qui s'est fait passer. Vous voyez elle s'est fait passer pour une journaliste. Est-ce qu'il y a un peu de passoire, que ce soit dans notre service de renseignement, que ce soit presque partout, parce que si aujourd'hui le Rwanda est en train certainement de jouer à Ubwenge, à la roublardise, c'est que quelque part ils ont trouvé certaines failles de la part de Congolais. Non, est-ce que ce sont des failles ou c'est notre bonne foi? Nous allons de bonne foi. Ça paye cher aujourd'hui. Exact, c'est que nous disions qu'aujourd'hui, oui. De subir comme conséquence. Oui, Jean-David, nous devons appliquer la même méthode que les autres.
nous devons être aussi subtils, nous devons être aussi intelligents. Nous devons également appréhender les problèmes des Grands Lacs dans leur globalité et non pas en regardant le factuel. Parce que lorsque vous invitez par exemple les forces du Kenya, les forces de l'Ouganda, lorsque vous invitez les forces sud-soudanaises, etc., vous oubliez que ces gens là-bas étaient déjà dans une coalition de forces dans leur East African Community. Vous comprenez? Et qu'ils ont un commandement commun, ils ont déjà des mécanismes de commandement commun qui font que, dans la réalité, ils se parlent. Et puis, il faut comprendre que l'intérêt de tous ces pays qui nous entourent, leur intérêt n'est pas de voir le Congo, la République démocratique du Congo retrouver sa force et sa grandeur. La philosophie qui sous-tend toute cette agression que nous subissons, c'est une philosophie de la prédation et de l'affaiblissement du Congo. Vous comprenez que l'Occident, qui est le mentor de tous ceux qui nous attaquent, n'est-ce pas, dans sa volonté de mettre la main sur les dernières réserves de matières premières stratégiques dont leurs économies ont besoin dans le futur, le coltan, le cobalt, le lithium, le cuivre, le nickel, le colombo-tantalite, comme nous l'avons dit, le coltan, mais aussi le niobium, etc., l'or. Toutes ces matières premières, eux ne voudraient pas les traiter avec les Congolais dans une certaine mesure. Ils veulent les traiter avec dans l'équité, non. Ils veulent sous-traiter cela avec des gens qui leur disent c'est plus facile de traiter cela avec nous. Nous avons voulu, le président de la République l'a bien dit, lui, il a voulu qu'on puisse créer une certaine synergie de forces économiques pour que les peuples qui sont autour des Grands Lacs se développent ensemble. Nous venons de voir que sa bonne foi n'a pas été bien payée. Et donc aujourd'hui, il y a une autre manière de voir. La population est en train d'envoyer un autre message, non seulement à nos dirigeants, mais aussi au monde entier. Vous aviez vu que lors des manifestations de novembre, lorsque le président de la République a lancé un appel solennel à toute la population congolaise de se soulever contre l'agression, eh bien vous avez vu que quand nous, société civile, nous sommes entrés dans la rue, quand nous avons demandé que l'embargo, qu'on mette fin à l'embargo, eh bien, alors que nous avions déjà parlé à New York, parlé je ne sais pas où, cette diplomatie-là n'est pas agissante si votre peuple n'est pas derrière vous. Voilà. Et c'est la population qui a fait que ces gens-là ont changé d'avis. Voilà. Et ils ont levé l'embargo. On a vu la population manifester, mais dans l'Est, pas plus tard qu'hier, il y a eu la société civile qui a aussi manifesté, voulant le départ des l'EIC, mais ça a été interdit, cette manifestation. Oui, la dernière manifestation qui a été faite, elle est symptomatique. Elle est symptomatique de la frustration des populations de l'Est. Vous comprenez que c'est les gens qui vivent au Nord Kivu, à Ituri, etc., à Bukavu, au Sud Kivu, dans les plateaux, ils voient des gens, ils voient morts d'hommes. Ils sont dans des déplacements. Il y a des massacres, comme les massacres de Kishiché, etc. Et les ADF continuent à tuer. Les ADF ont encore, la fois dernière, donc vous vous rappelez, ils ont, dimanche dernier, ils ont mis une bombe dans une église. Et pourtant, cette population est sous état de siège. Et pourtant, cette population attend justement que la montée en puissance de l'armée puisse se manifester. Que la présence même de ceux-là qui disent qu'ils viennent nous aider puisse être dissuasive contre ceux qui sont en train de jeter nos populations dans la rue. Goma aujourd'hui est une ville qui est presque exsangue. Pourquoi? Parce que la tactique militaire de l'armée rwandaise et de ses supplétifs, c'est d'encercler la ville. Ils disent nous quittons une localité, n'est-ce pas, hein? Ils vont, au lieu de quitter la localité, de rentrer d'où ils étaient venus, ils contournent et ils vont vers l'ouest. Ils sont en train de vouloir attaquer Sake, ils veulent entrer dans Massissi. Et Massissi c'est quoi? Massissi c'est les pâturages, Massissi c'est les grandes plantations, n'est-ce pas,
prospère. Donc c'est une diversion qui sont à Kirolire, il y a la ferme que vous connaissez, la ferme Espoir, qui est là-bas, etc. Il y a le fromage que vous mangez, que nous mangeons à Kinshasa, vient de Massissi, justement. Hein? C'est la région prospère. Mais il faut savoir que c'est la région minière également. C'est là qu'il y a de l'or. C'est là qu'il y a du coltan à Walikale. N'est-ce pas? C'est là qu'il y a du niobium à Kirolire. Vous comprenez que eux, ils veulent financer leur guerre, ils contournent, donc ils ont une certaine, peut-être une gentleman agreement avec les forces de l'EAC. C'est ça que nous dénonçons. Notre gouvernement l'a dénoncé. J'ai vu la lettre écrite par le ministre, le vice-premier ministre, le ministre Lutundula, le ministre des Affaires étrangères. C'est bien. Mais tout cela n'est pas suffisant. Et c'est de cela que je voulais vous parler de façon particulière ce soir. Allez-y. Tout cela n'est pas suffisant. Pas suffisant. La seule force dont ont peur les prédateurs étrangers, c'est la population. La population. Parce que vous vous rappelez que lorsque la société civile avait manifesté, lorsque nous avions manifesté à Goma et Bukavu, les gens sont allés jusqu'à la frontière, des civils, des gens à main nue, sont allés jusqu'à la frontière avec le Rwanda. L'armée rwandaise a tremblé. Parce que vous ne pouvez pas tirer sur 1500, sur 2000, sur 10 000 personnes qui viennent. S'ils disent nous entrons au Rwanda, vous lancez une bombe, vous allez à l'arrêt le lendemain. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire ça. Ils savent que la population congolaise en a marre. Et c'est cette population-là dont ils ont peur. Nous continuons donc à la conscientiser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas avoir une maison remplie de victuailles comme notre pays. C'est ce qu'a dit l'autre jour le ministre de la Défense, le docteur Gilbert Kabanda, lorsqu'il présentait le document de politique nationale de défense du pays, le tout premier depuis l'indépendance. Il disait, si vous avez une maison remplie de victuailles et vous avez dehors des gens qui ont faim, eh bien vous devez mettre une porte ou mettre une sentinelle ou élever un chien qui va aboyer et vous alerter quand le voisin va vouloir rentrer chez vous. On veut bien, les voisins, on peut vivre en harmonie avec eux, mais il faut défendre d'abord votre patrimoine. Et donc, aujourd'hui, la seule solution que nous avons, c'est de voir la montée en puissance des FARDC et la création d'une nouvelle armée. Une armée aguerrie, une armée professionnelle. Une armée où le soldat n'est plus le laissé pour compte, mais où le soldat devient quelqu'un qui se sent fier de l'être. Parce qu'un jour, un jeune à qui j'ai demandé à mon neveu, j'ai dit, mais pourquoi tu ne t'engages pas dans l'armée? Il a dit, mais hier j'ai vu un général là-bas. Quand j'ai vu son état, j'ai dit, mais est-ce que je vais devenir comme lui demain? Alors là, la solution, cette fois-ci, il faut une armée dissuasive. Il faut une armée dissuasive. Et nous sommes contents, c'est pour ça que vraiment nous avons voulu nous engager là-dedans. Au mois de juin, de l'année passée, au mois de juin de l'année passée, en marge de la visite du roi des Belges à Bukavu, notre équipe de la société civile, parce que nous avons créé une dynamique d'éveil et de sursaut patriotique au niveau de Bukavu. Ensuite, pas au niveau de Bukavu, c'est au niveau national. En soutien au FRDC et pour la cohésion nationale. Cette structure existe dans toutes les provinces, surtout dans les provinces de l'Est, où ce sont les fêtières de la société civile qui sont avec nous. C'est cette structure qui soutient les marches qui se font ou bien les prises de position, parce que nous avons dit, à un moment donné, la société civile risque d'être désorientée. Au lieu de défendre la nation, au lieu de nous mettre à aider nos soldats qui sont au front, à se battre pour la nation, nous risquons d'être désorientés par les politiciens qui, eux, sont dans leur division des partis politiques. Oui, nous sommes dans la période préélectorale. Vous savez. Alors, nous voulons orienter, nous voulons que l'opinion publique congolaise comprenne que si nous n'avons pas la paix à l'est du pays, nous pouvons organiser toutes les élections techniquement correctes comme il s'est fait, mais tant que les populations sont jetées dans les rues, sont en errance, ça fera toujours 3 millions, 4 millions de nos compatriotes qui ne pourront pas voter, et c'est une frustration. Et donc aujourd'hui, nous voulons nous approprier, nous, société civile. Parce qu'il y a un discours qui commence à être un peu négatif, un peu découragé sur la question de ce qui se passe à l'Est. C'est quoi ces discours? Les gens disent, mais pourquoi l'armée n'attaque pas les gens du M23?
n'est-ce pas? Pourquoi l'armée ne gagne pas la guerre? Pourquoi chaque fois c'est notre armée qui doit reculer? Pourquoi les gens de... Pourquoi chaque fois notre armée donne toujours des raisons pour dire non, nous voulons protéger la population, l'ennemi est en train d'utiliser les boucliers humains, et voilà pourquoi on prend des localités. Voilà, des localités, les localités sont prises, Rutshuru est tombé, Massissi. Alors c'est pas normal. Donc notre message est un message clair. Nous voulons aujourd'hui qu'effectivement, comme le président de la République l'a promis lui-même, il a dit dans son discours à la nation en 2022, il a dit il faut que le gouvernement dote l'armée de moyens logistiques, matériels et même pour pouvoir défendre la nation. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de le prendre au mot. Nous voulons que notre armée, justement, se mette non seulement à défendre le territoire national, mais aussi soit dissuasive. Qu'elle soit dissuasive. C'est vrai, la levée de l'embargo nous donne une opportunité. Mais cette opportunité-là ne signifie rien parce qu'une arme ne peut pas se mouvoir elle-même. Une arme a besoin d'une main pour pouvoir tirer et viser. Et donc cette main-là, il faut la former. Et nous voulons nous approprier, nous, société civile. Parce que dans ce document, le tout premier document de politique de défense nationale, qui a été fait depuis 1960, parce qu'avant, on travaillait avec quoi? Avec l'idéologie de la force publique. Vous savez, cette force publique qui était l'armée la plus forte peut-être d'Afrique centrale, mais qui avait l'idéologie belge. C'était pour défendre leur patrimoine qu'ils avaient. Oui. Parlons-en peut-être en parenthèse, les documents de politique de défense nationale. Oui, de politique nationale. Est-ce que c'est prudent pendant ces temps de pouvoir publier ces documents-là? D'autant plus que il y a nos ennemis qui sont là, les Rwandais, qui voudra à tout moment commencer un peu à lire. Qu'est-ce qui se passe là au niveau de cette politique? Mais oui, Jean-David. Mais oui, absolument. Chaque pays, tous les pays du monde ont une politique de défense nationale. Oui, mais ça ne doit pas être top secret. Elle est publique. Allez sur Internet, vous allez cliquer, vous allez voir le site du Pentagone, vous allez voir tout ce que l'Amérique veut faire de son armée. Si vous allez sur le site de l'armée française, vous allez voir que la politique de défense de la France, je vais vous envoyer ça si vous voulez, vous allez voir que la politique de défense, elle est définie, elle est publique. Et en plus, puisque c'est du domaine de la politique c'est la police, c'est le peuple, justement. C'est du domaine politique. Ce n'est pas du domaine de la stratégie militaire. Attention, il y a une loi de programmation militaire qui a été faite par le même ministre de la Défense, qui est en train d'innover vraiment sérieusement. Je dois dire félicitations parce que pour une fois, nous avons non seulement un soldat qui est à la tête du ministère de la Défense, ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps. C'est un officier, mais c'est aussi un intellectuel. Il est enseignant à l'université. Didier Toumba, s'il était là. Oui. Didier Toumba, le ministre. Mais si, c'est ce que j'ai dit. Non, il n'était pas ministre de la Défense. Didier Toumba. Il était chef d'état-major. Pendant longtemps, nous avons eu des civils à la tête du ministère de la Défense. Pour une fois, nous avons un soldat, et pour une fois, nous avons un intellectuel qui essaye justement d'innover. Il ne s'agit pas seulement d'aller au hasard, d'aller faire la guerre, d'aller faire le coup de feu. Il faut maintenant le faire intelligemment. Et il a fait une loi de programmation militaire. Cette loi-là ce n'est pas du domaine du public, effectivement. Parce que c'est la stratégie pour savoir quels sont les effectifs que nous voulons avoir dans l'armée, n'est-ce pas? Et comment les former, quel est le budget pour l'acquisition des armes, comment créer les écoles de formation des militaires, etc. Et quel est le budget global que nous devons allouer à tel ou tel secteur de l'armée. La loi de programmation militaire n'a pas été discutée de façon, elle a été discutée à huis clos, et elle a été promulguée par le chef de l'État. Parce que ça, c'est du domaine de la stratégie militaire. Ça, c'est du domaine on peut pas de la divulguer. tactique. Ce n'est pas public. C'est pas public. Mais ce qui est public, c'est cette loi cette politique de défense. Pourquoi? Elle est publique parce que d'abord, dans cette politique de défense, on veut avoir les fondamentaux de l'armée. Qu'est-ce que nous voulons faire de l'armée? Qu'est-ce que nous voulons dans le futur que l'armée comporte comme effectif, comme soldats? De quelle manière ils vont être formés? Mais en plus de cela, vous savez que la loi fondamentale prévoit déjà que le gouvernement doit définir la politique de défense. C'est vrai. La loi prévoit déjà que même il doit y avoir que les jeunes qui terminent l'école secondaire doivent faire un service militaire obligatoire. Vous voyez que nous ne le faisons pas. D'autres pays
D'autres pays, si aujourd'hui ils sont respectés, comme le petit État d'Israël qui a fait trembler tout le Moyen-Orient, dans cet État là-bas, chaque citoyen est un soldat virtuel. C'est un soldat, il est réserviste. Vous avez une formation militaire à la sortie de l'école secondaire, à la sortie de l'université, et chaque fois que la nation a besoin de vous, on vous rappelle sous le drapeau pour venir servir. Dans l'armée, il y a des gens qui sont des supplétifs. Il y a des civils qui peuvent travailler avec l'armée comme experts, n'est-ce pas? Ils sont en détachement auprès de l'armée pour travailler. Dans cette loi, on prévoit l'industrie de l'armée. Dans quel pays vous êtes tout le temps en train de sous-traiter les questions de l'armée? Même nos ancêtres, je vous dis Jean-David, même nos ancêtres n'allaient pas acheter leurs armes à l'étranger. Nos ancêtres fabriquaient leurs lances, leurs haches, leurs fusils à 12 coups que vous voyez même ici au Bako. Nos anciens savaient qu'on ne peut pas aller fabriquer. Aujourd'hui, nous savons que hier, nous avions Afrimex là-bas, au Katanga, Afrimex, oui. qui fabriquait déjà des chars du temps de Tchombe, fabriquait des chars de combat qui étaient utilisés là-bas, qui fabriquait des bombes. Ce sont ces bombes là-bas que l'unité a utilisées, qui fabrique aujourd'hui des explosifs, etc. Cette usine-là, il faut la remettre en action. Il faut que l'armée ne puisse pas s'habiller en allant commander ses uniformes en Chine. Tout cet argent qu'on va gaspiller. Aujourd'hui, le ministre de la Défense a remis en route les ateliers qui avaient été créés là, à Maluku, qui avaient été créés pour fabriquer les uniformes de l'armée, les bottines, etc., avec les matières locales, parce que nous avons du coton, nous avons les tissus, nous avons la peau nous pouvons donc les fabriquer. Aujourd'hui, c'est en train de se refaire. L'armée ne se nourrit pas avec de la nourriture commandée en Chine ou en Thaïlande, avec du riz et des conserves commandées je ne sais pas où. Aujourd'hui, on est en train de remettre toutes les fermes de l'armée à un niveau. L'armée doit être une armée respectée par les gens. Il ne faut pas que... Ça, c'est la politique de défense nationale. Oui. L'armée, allez-y. Oui. L'armée doit être respectée. Il faut redonner, comme on dit, j'allais dire, les lettres de noblesse à l'armée. Parce que chaque fois que nous voyions un soldat bien habillé, en train de marcher, on disait... Congo. Et il faut que les gens reviennent à cela. C'est pour ça que nous avons lancé cette campagne. Cette campagne d'éveil et de sursaut patriotique en soutien au FRDC et en soutien au FRDC pour la cohésion nationale. C'est pour que aujourd'hui on comprenne que dans les jours qui viennent, du moment que le président de la République a lancé un appel à la jeunesse du pays, vous avez vu qu'il est allé à Kitona la fois dernière, il est allé visiter les 10 000 recrues qui sont là, et il y en a d'autres qui ne sont pas encore partis, faute de moyens de locomotion. On doit essayer de les faire arriver au lieu de formation. Si nous parvenons à avoir un corps d'élite, des commandos, des parachutistes, des gens qui apprennent l'armée de l'air. Et nous avions tous ces gens là-bas. Est-ce que vous ne voyez pas que le fait là de publier la politique de défense nationale et que le pays est en guerre face au M23 soutenu par le Rwanda, c'est une manière peut-être pour terroriser l'ennemi et que l'ennemi puisse avoir peur de notre adversaire? Je ne crois pas que ceux qui ont fait ça, je ne crois pas que le gouvernement qui a voulu, d'ailleurs cette politique a été approuvée dans le Conseil des ministres le 9 septembre, n'est-ce pas, hein, de l'année passée. Donc c'est tout récent. Non, je crois que le but, c'était peut-être, c'est vrai, l'opportunité, nous sommes en guerre, et c'est pendant qu'on est en difficulté qu'on a ce qu'on appelle un haut le cœur. On se dit, oh là, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? Je dois revoir mes arrières et savoir où je vais, d'où je viens. On ne peut pas marcher comme ça et chaque jour sous-traiter, faire la sous-traitance de notre sécurité, de notre défense. Nous avons toujours recouru à l'ONU, 1960. On recourt en 77, lorsqu'on est attaqué par les Simba du Katanga là-bas. On recourt au Maroc. Après, on recourt à la France lorsqu'il y a eu encore des chauffourées. Puis il y a eu la MONUC d'abord, et puis la MONUSCO qui est venue. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes avec les Ougandais qui, eux,
en réalité, sont aussi avec le M23. C'est eux qui leur ont permis d'entrer, n'est-ce pas? Mais nous sommes en coalition avec eux pour combattre les ADF. Ce sont des contradictions. Et aujourd'hui, nous sommes avec les forces de l'EAC et nous sommes en train de constater qu'ils ne font pas le coup de feu pour demander au M23 par la force, parce que c'est dit, ils seront obligés et ils vont utiliser la force et la conviction pour pouvoir les faire revenir à leur... mais il y a une sorte de laisser-aller où ils les laissent occuper des territoires. La MONUSCO, 25 ans de frustration, n'est-ce pas? 25 ans de frustration, mais vous avez vu que la communauté internationale a renouvelé leur mandat. Oui, et jusque-là, renouvelé leur mandat. Depuis longtemps, le président sortant, Joseph Kabila Kabange, demandait les retraits de la MONUSCO, mais le nouveau président, quand il est arrivé au début de son mandat, il a demandé un retrait progressif. Vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est qui a aussi retardé. Aujourd'hui, on commence à demander que la MONUSCO parte, alors que si il y avait cette synergie-là de Joseph Kabila, la MONUSCO partirait. Où il y avait cette pression. Il y a continuité des affaires de l'État. Moi, personnellement, je n'aime pas ces comparaisons qui font croire que tel a bien fait, l'autre a mal fait. Non. Chaque dirigeant vient avec sa vision politique. Il vient avec le président Kabila, n'est-ce pas? Il avait, lui aussi, au début, c'est lui qui a accepté Sun City, c'est lui qui a accepté que nous allions négocier avec le CNDP, c'est lui qui a accepté que, après le M23, que nous allions à Kampala, à Nairobi, et puis qui a décidé, après, quand il a vu que les autres ne pouvaient comprendre, que le Rwanda ne pouvait comprendre que la force des armes, il a décidé de les frapper. Il est allé demander l'aide des pays de la SADC, et en 2013, il a chassé le M23. Vous avez vu la quantité d'armes avec les commandos du colonel Mamadou Ndala et du général Baouma, n'est-ce pas? Paix à leurs âmes, parce qu'ils sont morts, mais ils sont morts avec gloire, parce que c'était la première victoire que nous avons eue sur le M23. 10 ans après, le Rwanda a réactivé sa machine de guerre, n'est-ce pas? Profitant du fait que nous avions opté justement pour une paix durable dans les grands lacs et avec tous les pays qui nous entourent. Cette bonne foi-là, on ne peut pas dire que c'est une continuité. Il fallait donc continuer. Aujourd'hui, maintenant, là, je sais que tout le monde a compris que en face de nous, l'interlocuteur n'était pas de bonne foi. Nous le savons désormais. Nous ne pouvons blâmer personne. Nous ne pouvons que blâmer justement celui qui n'a pas respecté les engagements qu'on a pris avec lui. Et donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas d'autre choix que de défendre son pays par tous les moyens, comme l'a dit le commandant. En s'appropriant de la politique de la défense nationale. Justement, pas seulement en se l'appropriant, mais en mettant à la disposition de ceux qui se battent sur le terrain, en mettant à leur disposition toute la logistique nécessaire, tous les moyens qu'il faut. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. On a déjà levé la mesure... oui, la mesure d'embargo, ce n'est pas automatique. Même quand cette mesure était là-bas, il y avait toujours moyen de la contourner parce que les armes se vendent quand même. Ce n'est pas automatique, vous avez dit? Le régime de notification levé, ce n'est pas automatique? Non, c'est-à-dire, le régime de notification a été levé. Mais est-ce que c'est en une semaine que vous commandez un lot d'armes que vous... Là, il faut combien de temps? C'est en train de se faire. Nous sommes en train de voir, nous avons vu dernièrement la Turquie qui est venue... On a même vu des experts militaires turcs dans l'Est de la RDC. Ils étaient là, ils étaient là dernièrement. Ça montre qu'il y a une ouverture diplomatique qui est en train de se faire. Il y a une ouverture vers l'équipement de l'armée pour pouvoir assurer sa montée en puissance. Mais des choses comme celles-là ne se font pas en une semaine. Elles ne se font pas en 2 semaines. Il faut donner du temps au temps. Et nous savons que la volonté politique y est. C'est pour ça que nous voulons accompagner cette volonté politique. Mais aussi, pas seulement cela. Nous voulons forcer, justement. Nous voulons forcer les uns et les autres. Les belligérants, ceux qui sont en train de se battre contre nous. Vous avez dit, est-ce que c'était prudent de leur dire, mais oui. Lorsque les gens vont faire la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent et ils font des chants guerriers.
Chez nous, même notre danse, chez nous, chez les Baches, c'est une danse guerrière avec la lance, etc., pour dissuader l'ennemi. Mais oui, il faut dire à l'ennemi, Okoya Kosakana Wate, ah, Mibali Bazali, tu ne peux pas venir te présenter comme ça et croire que tu trouves le vide devant toi. Donc, ça aussi. Voilà, il y a un communiqué, le communiqué du ministère des Affaires étrangères, oui, où le vice-premier ministre Christophe Lutundula est en train de dire la RDC est prête à toute éventualité. Mais oui. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est que même le Rwanda a répliqué, il dit que non, c'est comme si, pas comme si, la RDC a rompu la voie des dialogues, préférant certainement la guerre. Oui, mais écoutez, lorsque vous avez vu la Russie attaquer l'Ukraine, toute l'Union européenne, l'OTAN qui donne a attaqué l'Ukraine, toute l'Union européenne, l'OTAN, l'Amérique, etc., tout le monde est en train d'aider qui? D'aider l'OTAN, avec des moyens militaires, etc., etc. Est-ce qu'ils ont coupé le fil du dialogue? Non. De temps en temps, vous apprenez que tel président européen, le président français, le président Blinken des États-Unis a parlé avec Poutine. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas continuer à parler à nos interlocuteurs. Parce que si jamais la solution diplomatique pouvait réussir, cette solution, elle est la meilleure. Mais si la solution diplomatique... Mais lorsqu'on s'est dit qu'on s'attend à toute éventualité, dès lors que Rutshuru, presque oui, c'est au Rutshuru, Massissi sont en train d'aller à Massissi, vous ne voyez pas qu'encore on risque encore de perdre certaines localités? Non, non, mais bon, pour le moment, c'est vrai que on est en train de le perdre. Mais n'oubliez pas que l'armée est toujours sur le front et que chaque jour, il y a des affrontements qui sont en train de se faire. Et que l'objectif, ce n'est pas de leur laisser ce territoire là-bas. Et surtout avec l'EAC. Mais n'oubliez pas qu'il y a des accords, hein, accord Nairobi, accord de Luanda, la zone tampon. Mais même si aujourd'hui on parvenait à récupérer, donc il y aura une zone tampon. Et ça aussi, ça nous affaiblit certainement sur notre territoire. Cette zone tampon, dans les accords, c'est eux peut-être dans leur esprit qu'il y a une zone tampon. Nous, au niveau congolais, il s'agissait simplement de leur permettre de quitter les localités qu'ils occupent et d'aller vers leur... Mais quand ils disent, oui, aucunement ils ne vont accepter que les FARDC puissent occuper cette zone tampon. Est-ce que la République démocratique du Congo a accepté cela? Est-ce que nous avons accepté? Oui, ça c'est leur tactique. Ça, c'est leur manière d'appréhender la chose, n'est-ce pas? Notre manière d'appréhender la chose, c'est que les FARDC sont dans leur droit de récupérer les localités qui sont abandonnées par les autres. Par les accords de Nairobi, par j'allais dire les accords de Luanda, Nairobi. De Luanda, Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3. Nous avons accepté que les forces de l'EAC puissent jouer justement ce rôle dissuasif pour que on a dit toutes les forces négatives, c'est quoi? C'est le M23, RDF, c'est les groupes armés locaux, etc. Pour que ces forces-là ne viennent pas occuper une partie du territoire congolais. C'est ça l'accord. Si nous constatons par ailleurs que ceux qui sont nos interlocuteurs n'exécutent pas, justement, parce que nous suivons tout cela. Ils n'exécutent pas, et même le chef de l'État l'a dit, hein, à Davos, répondant à la question, oui, de la fausse journaliste, là, oui, le chef de l'État a dit, oui, qu'ils font semblant de se déplacer, alors que, en fait, ils font semblant de reculer, mais ils sont en train de se déplacer dans d'autres localités. Donc, on en tirera les conséquences. Voilà pourquoi nous sommes en train d'éveiller la conscience de la population, en disant, voilà, nous savons très bien que nous avons fait confiance
non seulement la communauté internationale, parce que les condamnations qui fusaient de partout là-bas, elles doivent être accompagnées d'actes concrets. Hein, condamner le fait que le Rwanda occupe des localités chez nous à travers ses forces supplétives, ses forces spéciales du M23 ne signifie rien. Il faut que l'Union européenne cesse de donner de l'argent pour que l'armée rwandaise s'équipe. Il faut que les États-Unis, comme le président de la République l'a bien souligné, il faut que les États-Unis cessent cette coopération, j'allais dire, privilégiée qu'elle avait. Parce qu'eux aussi doivent faire un choix. Si c'est la République démocratique du Congo qui est la partie utile de cette région, eh bien, il faut traiter. Vous voulez avoir nos minéraux, vous voulez avoir nos richesses, vous voulez participer au développement de cette sous-région, eh bien, traitez avec le propriétaire et pas avec des sous-traitants qui sont le Rwanda, l'Ouganda et les autres. Et donc, nous sommes lucides. Et je crois que c'est cette lucidité-là que nous aimerions que notre peuple puisse avoir. Aucun peuple ne se développe s'il n'a pas pris conscience de ce qu'on appelle son altérité. Voilà, son altérité. Oui. Monsieur l'abbé, vous ne voyez pas que pendant ce temps, les Congolais doivent certainement profiter du fait que le Rwanda est mis à terre. Parce que c'est presque maintenant toute la communauté communauté internationale, qui commence certainement à accuser le Rwanda. Hier, ce n'était pas le cas. Hier, c'était juste quelques pays, mais actuellement, la France, les États-Unis et d'autres nations commencent certainement à pointer du doigt. Et il faut que maintenant, cette fois-ci, que la RDC puisse aussi en bénéficier pour mettre KO le Rwanda une fois pour toutes. Oui, Jean-David Kilolo, vous venez d'énoncer là quelque chose que je disais l'autre jour à quelques amis et professeurs avec qui nous discutions. Parce qu'on avait un atelier où on parlait justement de cette situation en disant, est-ce que notre diplomatie a été à la hauteur de l'enjeu que nous avions en face de nous? J'ai dit oui en parlant du verre à moitié rempli. J'ai dit non en parlant du verre à moitié vide. Je parle d'abord du verre à moitié rempli. Oui. Nous sommes parvenus à montrer au monde entier qui était notre véritable ennemi. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ça c'est la plus grande victoire de la diplomatie que nous avons eue. Parce que chaque fois que nous parlons de M23, de la guerre à l'Est, les gens disaient, maintenant le vocabulaire est en train de disparaître, rebelles du M23. Comme s'il s'agissait de Congolais qui sont en guerre contre leur propre pays. C'est ça que le Rwanda veut faire accréditer comme thèse. Et le Rwanda veut faire accréditer la thèse selon laquelle, oui, écoutez, les revendications, là, c'est entre Congolais, c'est un problème du Congo, c'est parce que le Congo n'a pas respecté ses engagements envers ces rebelles là-bas dans les discussions. Et chaque fois, il y a des gens qui font les discours. Vous savez, nous suivons, on sait qu'ils envoient des gens sur la toile. Être porte-parole du M23. Oui, mais bien sûr. Et ils envoient même des gens sur la toile pour faire un discours de Congo bashing, comme on dit. Hein? Congo bashing, c'est-à-dire, ils montrent que c'est les Congolais qui sont excusez-moi, des idiots. C'est les même la presse journaliste, là, il est dans cette campagne. C'est de Congo bashing. Ils font cette campagne en disant c'est les Congolais eux-mêmes qui sont en train de se battre entre eux. Oh, le Rwanda est en train de vouloir protéger la communauté, entre guillemets, Tutsi, originaire du Rwanda, de la protéger contre un éventuel génocide. Vous voyez de par le monde entier des déclarations à Bruxelles, je ne sais pas où des gens, même dernièrement vous avez vu l'ambassadeur allemand qui est venu raconter aussi les mêmes histoires. Nous vous protégeons, voilà la communauté, cette communauté est en danger. Non, cette communauté est justement en danger par le Rwanda. Parce que une communauté congolaise ne peut pas se faire défendre par un pays étranger. Et donc, nos frères les plus lucides parmi la population parlant Kinyarwanda qui vit au Congo, les plus lucides disent nous n'avons pas besoin de Kigali pour survivre au Congo parce que nous étions déjà là, depuis Sun City, nous avons participé au pouvoir, etc. Depuis longtemps, nous sommes là, même du temps de Bisengimana et compagnie, Barthélemy qui était à côté de Mobutu, nous sommes là et nous vivions en harmonie. Mais aujourd'hui, c'est le discours ethniste du Rwanda qui est en train
de les mettre en dehors, parce que cette frustration, elle peut continuer. Et c'est ça que le Rwanda veut, justement. Le Rwanda veut qu'on croit qu'il y a un danger de génocide. Depuis 30 ans, ce danger-là existe toujours. Le prétexte des FDLR, c'est quoi les FDLR aujourd'hui? C'est qui? S'ils avaient 30 ans au moment du génocide du Rwanda, aujourd'hui, ces gens ils ont 63 ans ou 64 ans. C'est des vieux. Donc, quand ils parlent de FDLR, c'est des FDLR qu'ils créent eux-mêmes. Ils sont en train de faire des alliances avec même des milices, Nyatura, etc., qui vivent au Nord Kivu, des milices Hutus, n'est-ce pas, qui sont au Nord Kivu. C'est la complexité de cette guerre fait que aujourd'hui, le président de la République a mis en lumière la roublardise de notre partenaire, le Rwanda. Le Rwanda. Et désormais, alors qu'il s'est caché derrière des mouvements rebelles, le Rwanda ne peut plus faire ce jeu. Voilà, pour terminer, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. L'Ouganda également, qui n'est pas de bonne foi. Oui, mais pourquoi on ne martèle pas trop sur l'Ouganda, alors que l'Ouganda aussi est complice avec le Rwanda? Je ne sais pas. Nous le faisons. Nous savons très bien que l'Ouganda joue double jeu. Oui, on sent même le chef d'État, quand il est à Davos, il a juste parlé que l'instabilité c'est le Rwanda, alors que c'est pas seulement le Rwanda, il y a l'Ouganda. Nous savons très bien qu'ils sont complices. Beaucoup de gens feignent d'oublier que le régime rwandais aujourd'hui est un régime qui a été créé par le régime ougandais. C'est Museveni qui a armé le FPR et qui est allé faire la guerre au Rwanda et qui a causé le génocide auquel nous n'avons pas participé, n'est-ce pas, mais dont nous subissons aujourd'hui les conséquences depuis 25 ans. Ce sont les Congolais qui ont perdu plus de monde que ceux qui que les Rwandais. Et aujourd'hui, donc, le discours du Rwanda là-bas est en train de changer. Vous voyez qu'il n'y a pas la frustration. Maintenant, il se met à attaquer le président de la République. Il est dans tous ces États. Des questions de sorties médiatiques. Un type qui a tripatouillé sa constitution pour avoir un énième mandat, etc. Alors que nous ne l'avons jamais fait. Ce type-là où, si jamais il y avait un vote, comme au Burundi, un vote démocratique, jamais il ne sera jamais élu. Il aurait perdu. Il ne peut pas gagner devant cette majorité. Les Tutsis sont minoritaires. La majorité numérique, la majorité sociologique, elle est claire. Et donc, l'Occident, si l'Occident a soutenu à bras, vraiment, c'était, ils ont pris le régime rwandais comme la prunelle de leur œil. C'est pas qu'ils ont su vendre leur génocide. Ce discours ne tient plus. Vendre le discours de la haine ethnique, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, les Congolais devraient même arrêter même d'en parler, parce que on sait que c'est faux. Il y a eu tellement d'évolutions. Chez nous, nous vivons d'ailleurs ensemble, etc. Mais vous voyez qu'ils ont intérêt à recréer la belligérance. C'est ce qui est en train de se passer dans les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira, avec les Twirwaneho et les autres qui sont en train de se battre, le Burundi qui s'invite pour combattre ses propres rebelles, les Red Tabara qui sont aidés par le Rwanda, qui sont armés par le Rwanda, les androïdes qui viennent de la part de Kigali, des opposants de Kigali qui envoie aussi ses propres. Donc les gens veulent faire du Congo l'exutoire de leurs guerres internes. L'Ouganda, est-ce que les ADF tuent la population ougandaise? Non, même pas. Ils viennent massacrer les populations et créer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous savons très bien quelle est la dynamique qui est là-bas. Même le Kenya qui vient nous aider, le Kenya, ce n'est pas sans arrière-pensée. Merci. C'est pour le commerce. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Baala. Donc, je voulais terminer en disant que nous lançons le jeudi 26, une conférence pour l'appropriation de la politique de défense nationale par la société civile. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Baala, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez raison. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition de Amina Bayombo. Il sera 20h à Massissi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.